Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Bon, sur le papier, s'implanter à l'étranger, ça semble être l'évolution naturelle pour toute entreprise qui marche bien, non? C'est le rêve, le fameux nouveau relais de croissance. Sauf que voilà, l'internationalisation, ça ne s'improvise absolument pas. C'est une mécanique ultra complexe et la moindre erreur d'appréciation peut coûter extrêmement cher. Aujourd'hui, on va se plonger dans ce fameux chapitre 1, l'analyse de l'environnement international. On va décortiquer le modèle Pestel, les indicateurs économiques, les risques politiques, le grand match des systèmes juridiques entre la common law et le droit civil, sans oublier les dimensions culturelles de Hofstede. Bref, on va voir comment le monde fonctionne vraiment au-delà de nos frontières. Pour vraiment comprendre l'enjeu et redescendre tout de suite sur Terre, laissez-moi vous raconter une histoire assez dingue qui s'est passée en 2010. Imaginez un peu, une entreprise française de charcuterie fine, excellente réputation, super savoir-faire, décide de s'attaquer à l'immense marché chinois. Il s'y prépare pendant des mois. Arrive le grand jour, le premier conteneur de produits de luxe part pour la Chine. On s'abreuse champagne au siège, et là, quelques semaines plus tard, c'est la douche froide. La marchandise est bloquée net en douane. Le motif? Une simple non-conformité aux normes sanitaires locales. Le coup près tombe, il faut tout rapatrier. Bilan de l'opération, 50 000 € partis littéralement en fumée, juste pour avoir ignoré ou mal compris une petite règle locale qui paraissait inoffensive. La leçon de ce fiasco, elle est limpide. Quand on joue sur la scène mondiale, l'environnement international n'est jamais, au grand jamais, juste un joli décor en arrière-plan. C'est un acteur à part entière, un acteur puissant et franchement parfois impitoyable. C'est lui qui dicte le rythme et les règles du jeu. Si on fait l'impasse sur cette analyse, on fonce droit dans le mur, avec des conséquences financières désastreuses. Il faut donc aborder ces nouveaux marchés avec beaucoup d'humilité et être prêt à s'adapter en permanence. Alors, pour éviter ces pièges, on va suivre un plan d'attaque très précis. On commencera par le risque international, puis on verra le fameux modèle Pestel, ensuite on parlera des enjeux économiques et politiques, de la sécurisation via le droit, et on terminera par l'adaptation culturelle avec Hofstede. Allez, on attaque tout de suite avec nos deux premiers points. Comprendre ce qu'est le risque international et comment le modèle Pestel nous aide à l'anticiper. Face à un monde qui bouge tout le temps, où on peut passer d'un crash financier à une pandémie mondiale, il nous faut une boussole. Et cette boussole, c'est le modèle Pestel. C'est l'outil indispensable des analystes. Pestel, c'est tout simplement l'acronyme pour politique, économique, socio-culturelle, technologique, écologique et légale. L'erreur classique ici, ce serait de les analyser chacun de son côté, dans des petites cases bien séparées. Mais en réalité, c'est un écosystème vivant. Tout interagit. Prenez l'intelligence artificielle. C'est une avancée technologique qui force immédiatement la création de nouvelles lois. De la même façon, l'urgence écologique change nos attentes socioculturelles, ce qui modifie nos habitudes de consommation et, au final, nos modèles économiques. Tout est interconnecté. C'est un vrai jeu de domino. Ce qui nous amène logiquement à notre troisième point, les fondations brutes de ce macro-environnement, à savoir les enjeux économiques et politiques. Quand on veut savoir si un marché tient la route, on regarde les indicateurs macroéconomiques. C'est un peu notre juge de paix. On a le PIB pour la croissance globale, le taux de chômage pour voir comment se porte le marché du travail, ou encore la balance des paiements. Mais attention, l'arbitre le plus redoutable de pouce, c'est le taux de change. Pourquoi? Parce qu'il impacte votre compétitivité à la seconde près. Si votre monnaie s'apprécie d'un coup face à celle de votre client, vos produits deviennent instantanément trop chers. C'est mathématique. Et face à ça, même si vous avez le meilleur produit du monde, vous allez ramer pour le vendre. Mais là, on doit se poser une question cruciale. Ces indicateurs économiques, ils suivent leur petit bonhomme de chemin, d'accord? Mais que se passe-t-il quand la politique vient tout percuter de plein fouet? Comment un énorme choc politique peut-il balayer toutes nos belles prévisions économiques du jour au lendemain? L'exemple le plus flagrant de ces dernières années, c'est bien sûr la guerre en Ukraine en 2022. Ce risque politique absolu, un conflit armé entre États, a provoqué un véritable séisme économique mondial. Et l'effet domino était foudroyant. Les prix de l'énergie ont flambé, les chaînes logistiques ont été complètement paralysées et ça a déclenché une vague d'inflation à l'échelle de la planète, bien au-delà des zones de combat. C'est la preuve implacable que même les économies les plus solides restent à la merci des crises géopolitiques. Du coup, avec toute cette instabilité économique et politique, comment on fait pour protéger nos contrats? C'est notre quatrième axe, la sécurisation par le droit. Sur la scène internationale, c'est un peu le choc des cultures juridiques avec deux immenses systèmes qui s'opposent. D'un côté, on a la common law, très présente aux États-Unis, au Royaume-Uni ou en Inde. C'est un droit basé sur la jurisprudence, sur les jugements passés. C'est super souple, ça s'adapte vite, mais ça laisse une grande part d'incertitude, car tout repose sur l'interprétation du juge. Et de l'autre côté, on a le droit civil, notre système en France, qu'on retrouve aussi au Maroc ou en Espagne. C'est l'héritage du droit romain. C'est hyper codifié, un peu plus rigide, mais extrêmement prévisible puisque tout est déjà écrit dans les textes. Autant vous dire que négocier un contrat à Londres ou à Paris, ça demande une gymnastique mentale totalement différente. Et pour ajouter un peu de piment, ça ne s'arrête pas là. Le droit, c'est aussi très local. Prenez le droit musulman en Arabie Saoudite ou en Iran.
basé sur la charia. Il interdit par exemple de percevoir des intérêts. Ça oblige les entreprises à monter des systèmes financiers hyper spécifiques basés sur le partage des profits et des pertes. Ou encore, pensez au droit coutumier dans certains pays d'Afrique subsaharienne, qui est basé sur l'oralité et les coutumes ancestrales. Si vous débarquez avec vos gros sabots de juristes européens en ignorant ces règles, vous risquez tout simplement de voir votre contrat invalidé. Tout ça nous amène naturellement à notre dernier grand point, la barrière la plus subtile, mais souvent la plus dangereuse, l'adaptation culturelle, à travers les travaux de Hofstede. La culture, ça ne se voit pas dans un bilan comptable, et pourtant, c'est vital. Le psychologue Gert Hofstede a défini plusieurs dimensions pour nous aider à décoder ça. Par exemple, le contrôle de l'incertitude. Au Japon, on déteste l'imprévu. Il faut rassurer avec des contrats ultra détaillés. Ensuite, l'individualisme face au collectivisme. Une pub basée sur la réussite personnelle fera un carton aux États-Unis, mais en Chine, où le groupe passe avant l'individu, ce sera un flop total. Et la distance hiérarchique. En Suède, contredire son boss en réunion, c'est normal, c'est même encouragé. Mais faites ça en Amérique latine ou en Asie, et c'est un affront qui peut ruiner des mois de négociation. Chaque dimension est un piège si on ne la maîtrise pas. Vous voulez la preuve absolue que l'adaptation culturelle, c'est la clé? Regardez McDonald's en Inde. Comment le roi du burger au bœuf américain a-t-il pu réussir dans un pays où la vache est sacrée et le porc interdit par une grande partie de la population? Eh bien, ils ont tout repensé. Zéro bœuf, zéro porc. Ils ont créé une immense carte végétarienne locale et ils sont même allés jusqu'à séparer physiquement leur cuisine pour éviter la moindre contamination entre les produits. C'est plus du simple business là, c'est de la diplomatie culinaire de haut vol. Ça montre bien qu'une vraie compréhension de la culture de l'autre est indispensable. Pour finir, la question à vous poser avant de franchir une frontière, elle est assez simple au fond. Allez-vous faire preuve de l'agilité nécessaire pour épouser votre nouvel environnement ou allez-vous foncer tête baissée, persuadé d'avoir raison, au risque de vous fracasser sur ces fameuses barrières invisibles? L'international, c'est pas juste un pari audacieux, c'est une vraie leçon d'humilité. C'est analyser méthodiquement le terrain avec notre fameux modèle Pestel avant de dépenser le moindre centime. Et surtout, c'est se rappeler que dans le commerce mondial, le grand gagnant n'est ni le plus fort ni le plus rapide, c'est le plus adaptable. Sur ce, merci de m'avoir écouté et à très vite pour un prochain décryptage.